Si le monde du catch devait retenir certains noms parmi les plus grands tels que Bret Hart, Shawn Michaels ou encore l'Undertaker, celui de Chris Jericho figurait également en tête de liste. Homme d'exception, il a consacré sa vie au catch et au divertissement, parvenant à se réinventer au cours de 3 décennies de carrière pour continuer encore aujourd'hui à captiver les fans grâce à son immense talent. Créateur de matchs et d'événements, véritable mentor et rockstar accompli, plongeons ensemble dans la fabuleuse carrière de Y2J et Chris Jericho. Welcome to Raw is Jericho! Christopher Kate Irvine grandit à Winnipeg au Canada et se révèle être un enfant prodige dès son enfance. Polyvalent, il excelle dans de nombreux sports, notamment le hockey, et en dehors de cela, Chris a déjà tracé son chemin depuis qu'il est tombé à l'âge de 8 ans sur une émission de l'AWA à la télévision en compagnie de sa grand-mère. Son rêve est double, devenir catcheur et accomplir sa carrière en tant que rockstar. Déterminé à les concrétiser, il forme un groupe de rock pendant son adolescence et s'entraîne tous les soirs après les cours. Parallèlement, son intérêt pour la lutte grandit et il suit assidûment l'émission Stampede Wrestling des frères Hart qui dirige une école de catch pendant l'été. Chris voit en cela l'opportunité de réaliser son rêve et ressent un fort désir d'y participer bien qu'il n'ait pas encore atteint l'âge légal requis pour débuter son entraînement. Afin de se rapprocher de son objectif, il entame une carrière de journaliste et s'immerge au maximum dans ce milieu, puis à l'âge de 19 ans, il finit par faire ses bagages et intègre l'école des frères Hart à Calgary. La première personne qu'il rencontre sur place est le légendaire Lance Storm, qui débutait également son entraînement. Une alchimie personnelle très forte se crée entre eux, aussi bien en dehors du ring que lors de leur affrontement. 2 mois plus tard, ils sont prêts à faire leur début dans le monde du catch sur des shows indépendants, s'affrontant pour la première fois le 2 octobre 1990. Ils forment ensuite une équipe initialement baptisée Sudden Impact et pendant cette période, il adopte le nom de Jericho, inspiré de l'album de Halloween, Walls of Jericho. Après avoir passé quelques années sur le circuit indépendant canadien, Jericho prend son envol pour le Mexique où il lutte sous le nom de Leon Doro, puis plus tard en tant que Corazon de Leon. Il participe à plusieurs petites fédérations connaissant les premiers effets de la célébrité avant d'être appelé à rejoindre la plus grande organisation du pays, la Consejo Mundial de Lucha Libre. Il y reste pendant 2 ans et adopte son premier surnom, le Lionheart. Il assimile rapidement le style de la Lucha Libre, différent de celui des Américains car les signes de compréhension sont donnés du côté droit contrairement aux catcheurs américains et européens qui utilisent le côté gauche. Jericho lutte aux côtés des plus grands, faisant face aux défis de son métier en réalisant parfois jusqu'à 10 shows au cours de la même semaine dès son jeune âge. Il réalise finalement l'un de ses premiers rêves au Mexique en devenant très populaire puis élargit son expérience en partant pour Hambourg en Allemagne pendant 6 semaines. Ses compétences de lutte en pleine croissance le conduisent également au Japon en 1994 où il remporte plusieurs titres avant de revenir au Canada pour retrouver son ami Lance et former les Free Seekers. Ils introduisent un nouveau style et une nouvelle manière de se déplacer sur le ring, attirant l'attention sur eux. Par la suite, Jericho retourne au Japon pour poursuivre son apprentissage, affronter ses idoles et participer à la 2e Super J-Cup Tournament au sein de la compagnie Wrestling & Romance. Au Mexique, il apprend à travailler avec la foule, au Canada à exceller dans les promos, en Allemagne à diversifier ses matchs contre le même adversaire et enfin au Japon où il perfectionne sa technique. Tous ces atouts et enseignements contribuent à construire son image et sa réputation, lui permettant de gravir pas à pas les échelons en vue d'atteindre la terre promise connue sous le nom de WWF. Chris Jericho fait ses débuts en Amérique et rejoint la prometteuse organisation de Paul Heyman basée à Philadelphie, la ECW. Dès ses débuts, il est mis en avant en affrontant la star de la promotion The Suplex Master Taz et immédiatement considéré comme un élément d'élite. Paul Heyman, en amenant Jericho, anticipe une réaction positive des fans de la compagnie, surtout ceux qui sont familiers avec le catch international étant les fans originaux de l'ECW. Lorsque Chris fait son entrée dans l'arène, la foule est en délire scandant son nom à travers toute la salle, témoignant de l'impact immédiat de son arrivée. Paul Heyman le surnomme directement le dernier survivant des donjons des Hart, une dénomination qui le représente encore aujourd'hui. Il progresse de manière significative au sein du show, atteignant le titre de champion du monde de la télévision et connaissant son meilleur parcours contre Cactus Jack qu'il a introduit dans la compagnie grâce à un enregistrement fourni à Paul Heyman. Cette rivalité entre les deux hommes permet de l'affirmer comme l'un des meilleurs performeurs de l'industrie. N'étant pas encore sous contrat définitif, Chris Jericho apparaît lors d'un spectacle organisé par le patron de la New Japan Pro Wrestling, le regretté Antonio Inoki. Ce soir-là, il rencontre Eric Bischoff, alors en charge de la compagnie rivale de la WWF, la WCW, la World Championship Wrestling, et accepte sa proposition de rejoindre sa compagnie pour y catcher. Il devient l'un des plus grands babyface au début de l'Attitude Era, s'engageant notamment dans une rivalité avec le clan NWO qui contribue à la renommée de la fédération. L'une des raisons pour lesquelles pendant un certain temps la WCW domine la WWF est la division Cruiserweight, où se distinguent notamment Jericho et d'autres catcheurs talentueux du monde entier. À lui seul, il révolutionne les matchs de cette division, suscitant l'impatience du public à chaque semaine. Durant son parcours, il remporte 2 fois le titre des poids légers avant d'opérer un tournant dans sa carrière en devenant heel, une véritable liberté créative pour lui. Il peut s'exprimer librement devant la foule et ses adversaires, développant notamment une incroyable rivalité avec Rey Mysterio, se disputant le titre jusqu'à devenir le centre de la division Cruiserweight. Il le bat notamment dans un Title vs Mask match à Super Bowl 8, dévoilant la fameuse photo tant recherchée de Rey Mysterio sans son masque, un moment mémorable de notre enfance. C'est également à cette époque que débutent les Monday Jericho, où il bénéficie d'un important push, le rendant encore plus heel qu'auparavant, allant jusqu'à remporter le World Television Championship.
Chaque semaine, il introduit de nouveaux éléments ridicules et hilarants, notamment une conspiration autour de lui l'amenant jusqu'à Washington pour prouver au monde son mal-être et récupérer son titre. Dans un scénario encore plus absurde, alors que Goldberg est la vedette du show avec sa série impressionnante de 173 victoires pour 0 défaite, Chris est envoyé pour l'affronter, créer un moment mémorable en engageant sa propre sécurité pour se présenter au ring comme Goldberg. Il entame alors une rivalité humoristique avec lui, confrontant des imitations chaque semaine jusqu'à pouvoir affronter le vrai Goldberg. 2 mois plus tard, à un pic élevé de la rivalité, Chris souhaite l'affronter pour la clôturer et offrir au public ce qu'il veut, mais Goldberg, de manière immature, refuse, soutenu par la compagnie qui souhaite le faire gagner en 1 minute comme tous les autres. Chris ressent avec raison un manque de respect et estime qu'il est temps pour lui de quitter la compagnie. Finalement, suite à la réaction de Goldberg et des officiels, il est décidé que Bill l'attaque lors d'un épisode de Monday Night Raw, mettant ainsi fin à leur rivalité. Un immense talent et un travail acharné fourni par Jericho sont gâchés par des égos mal placés, une véritable opportunité de s'imposer en tant que performeur est également ruinée par l'égoïsme, le poussant à quitter la compagnie et tenter sa chance à la WWF. Dans les semaines qui ont précédé les débuts de Chris Jericho, une horloge intitulée Compte à rebours pour le nouveau millénaire s'est affichée dans les programmes de la WWF. Le 9 août, lors du Raw Is War à Chicago, Illinois, l'horloge a finalement atteint 0 alors que The Rock faisait une promo pour The Big Show. C'est à ce moment que Chris Jericho est entré dans l'arène en tant que heel, proclamant le célèbre Raw Is Jericho en se désignant comme Y2J. Sa confrontation avec The Rock fait de son arrivée l'un des meilleurs débuts de l'histoire du catch. Mais seulement 2 mois après son arrivée dans la compagnie, Jericho est frustré et en colère car il est déjà mis de côté sans avoir réellement eu l'occasion de montrer ses talents. Finalement, Vince lui propose un projet inintéressant avec Chyna qu'il accepte pour être présent à l'écran et rendre cette idée innovante. Il débute donc sa première rivalité à long terme contre Chyna pour le championnat intercontinental, un titre qu'il rêve d'obtenir depuis toujours après avoir vu l'un de ses idoles, Ricky Steamboat, la porter autour de sa taille. Après un mois de travail avec elle et une première défaite au Survivor Series, Chris la fait abandonner à Armageddon et remporte le titre pour la première fois de sa carrière. Finalement, Jericho effectue un face turn et Stephanie McMahon le désigne co-champion avec Chyna. Stephanie, dans un premier temps qui écrivait le show aux côtés de Paul Heyman, lui a permis d'approfondir et d'être Chris Jericho. À la suite de ça, ils entrent tous deux dans une rivalité d'ego, avec elle étant évidemment associée au game Triple H qui était champion de la compagnie. Triple H prend alors parti pour sa femme et une course est lancée pour tenter de conquérir son titre. Sa première chance a lieu dans une édition de Raw et grâce au compte rapide de l'arbitre, Chris devient champion de la compagnie sous une ovation monstre, même si ce règne n'a jamais été reconnu officiellement par la fédération. Malgré ça, cela a établi Jericho en tant que main eventer confirmé et il a vraiment connecté avec le public et c'est à partir de ce moment-là que Vince a commencé à lui faire confiance et à estimer sa future carrière. Il remporte pour la 4e fois le titre intercontinental pour le perdre aussitôt, mais il construit son momentum en battant tous les plus grandes stars de la compagnie pour décrocher son billet au pay-per-view qui changera sa vie, Vengeance 2001. Mais revenons un peu en arrière. Alors que la WCW était en plein déclin et venait d'être achetée par Vince, les titres de la fédération sont intégrés à la WWF avant de disparaître progressivement. Parmi tous ces champions, The Rock possédait le titre représentant Raw, le WCW World Heavyweight Championship. Chris Jericho le récupère au pay-per-view No Mercy avant de le perdre à son profit quelques jours plus tard, et c'est à ce moment-là qu'arrive son couronnement à Vengeance. Au cours de cette soirée, Jericho participe à un tournoi d'une nuit aux côtés de The Rock, Steve Austin et Kurt Angle visant à unifier le championnat du monde avec le championnat de la WWF. Il parvient à atteindre les demi-finales et finalise son heel turn en battant The Rock pour remporter une seconde fois le WCW World Heavyweight Championship, puis Stone Cold Steve Austin pour le WWF Championship. Ainsi, il associe les deux titres au cours de cette soirée magique, devenant le tout premier WWF Undisputed Champion de l'histoire de la fédération. Grâce à sa victoire, sa performance et son dévouement pour ce business, il a pu ouvrir la voie pour les petits formats comme lui entre guillemets pour l'avenir de la compagnie. Chris Jericho s'associe peu de temps après avec Stephanie qui venait de trahir Triple H récemment, une association qui ne collait pas vraiment et qui a fait de l'ombre à son règne. Malheureusement, il perd finalement son titre contre Triple H, le vainqueur du Royal Rumble match dans le main event de WrestleMania 18 devant son peuple au Canada. Ainsi s'achève le seul et unique règne de champion de la WWF dans la carrière de Y2J. Après ça, il crée un moment spécial avec la foule chaque semaine à Raw, démontrant encore une fois ses talents au micro avec son nouveau show Chris Jericho's Highlight Reel. Son principal objectif est d'inviter des superstars, peu importe leur statut, et d'improviser avec eux. Évidemment, c'est Chris Jericho et ses segments servent à renforcer son personnage heel égocentrique et imbue de sa personne. Puis un jour, un invité précieux à ses yeux vient le confronter en la personne de son idole, Shawn Michaels. Une fantastique rivalité découle entre les deux hommes basée sur le fait que Jericho est une pâle copie de Michaels. Shawn était honoré de travailler avec un performeur comme Chris et le Lionheart se sentait privilégié d'aider HBK à reprendre confiance en lui après son retour de blessure. Conclut leur rivalité à WrestleMania 19 et vole le show dans un match fabuleux délivrant émotion, storytelling et catch pur et dur. Les deux rivaux se serrent la main avant que Chris ne gâche ce merveilleux moment en portant un coup bas sur son idole. Si vous devez voir un match dans votre vie, celui-ci doit en faire partie. Il entame ensuite une association avec le talentueux Christian et décrochent ensemble les titres tag par équipe. Leur duo est iconique en raison de leur immense alchimie, de leur humour ridicule, mais ils excellent aussi bien sur le ring qu'en dehors. Le duo se sépare suite à la trahison de Christian qui ne supporte pas la nouvelle relation entre Trish Stratus et Jericho, les éloignant l'un de l'autre.
Ils régleront leurs différends lors de WrestleMania 20 et finalement Chris effectue un face turn en raison du retournement de veste de Stratus et perd après un match incroyable avec Christian, un lutteur qui a toujours été sous-estimé à la WWE. Il participe ensuite au premier match Money in the Bank qui est sa création mais perd au profit de la star montante qui est Edge. Il échoue à retrouver le titre de la WWE au profit de John Cena dans divers affrontements jusqu'à arriver à son dernier match au sein de la compagnie. Ce match a permis d'élever Cena encore un peu plus au rang de star car Jericho perd cet affrontement avec comme stipulation un You Fired match et quitte ainsi le monde de la lutte qu'il anime depuis maintenant plus de 15 ans pour un moment afin de se concentrer sur lui-même et sur son groupe Fozzy en pleine expansion. En dehors de la compagnie, il crée sa société de production, tente sa chance dans la comédie, apprécie ses moments en famille et surtout continue à faire de la musique avec les mêmes amis depuis 10 ans. Un soir, il signe enfin pour réaliser plusieurs albums et gagne en popularité jusqu'à faire des tournées à guichets fermés et à voyager à travers le monde. La popularité de Chris a certes beaucoup aidé à leur développement, mais les gens sont restés et le groupe survit dans le temps car il est très talentueux. Ils entrent même dans le Billboard américain avec leur 3e album, ce qui est inimaginable pour eux qui avaient commencé par passion. Finalement, Chris réalise son 2e rêve d'enfance, devenir une rockstar accomplie. Après cela, il écrit une autobiographie que je vous conseille et se classe très haut dans le New York Times Bestseller, une récompense prestigieuse aux États-Unis. Même s'il était très occupé et heureux, le monde du catch le titillait de nouveau. Le premier match qu'il regarde sur sa télé est celui de Shawn Michaels en tant que grand fan contre John Cena pour le WWE Championship à WrestleMania 23. En regardant le match, il a un pincement au cœur et s'est directement dit que sa place devait être là-bas. Il regarde de nouveau la Seconde Guerre et texte directement Vince pour lui dire que c'est le retour du vrai catch et qu'il veut en faire partie. Durant l'automne 2007, la WWE diffuse plusieurs vidéos pendant les émissions. Ces vidéos appelées Breaking the Code suscitent l'attention des fans qui tentent de déchiffrer le code afin de découvrir l'identité de la superstar qui fera son retour le 13 novembre. C'est Chris Jericho qui fait son retour pour interrompre Randy Orton et le confronter directement pour le titre de la compagnie. Il dispute son match de retour lors d'Armageddon, battant Orton par disqualification à la suite d'une intervention de JBL mais ne remporte pas le titre. Au cours de son run, il devient champion intercontinental pour la 8e fois en battant Jeff Hardy mais perd rapidement le titre au profit de Kofi Kingston dans le but de promouvoir les jeunes talents. Jericho reprend son show et invite son mentor de toujours Shawn Michaels après avoir arbitré son match contre Batista la veille. Jericho est encore à la croisée des chemins entre heel et face, jouant avec la foule pour marquer le retour de leur rivalité quelques années plus tôt. Il effectue un énorme heel turn en propulsant Michaels dans la télévision, ce qui entraîne une perte significative de vision pour Michaels. Ce segment est un peu pour remémorer la trahison de Shawn Michaels sur Marty Jannetty comme je vous l'avais montré dans la vidéo sur lui. Avec ce segment, il met fin à l'ère Y2J et fait évoluer son personnage, révélant son véritable secret de longévité. Il se présente en costume avec un ton calme, posé et psychotique, c'est sa renaissance, il agit pour lui-même sans se soucier des fans, aspirant être le meilleur au monde. Leur rivalité est lancée et devient l'une des meilleures de la compagnie et de l'histoire du catch. Elle mêle passion, haine, hypocrisie renforcée par leur match complètement fou en tant que deux légendes du catch. Chaque segment entre les deux les implique directement et leur véritable haine l'un envers l'autre est palpable. Lors de Night of Champions, il perd son titre intercontinental contre Kofi Kingston après une interférence de Shawn Michaels. Puis lors de The Great American Bash, il bat Shawn Michaels par arrêt de l'arbitre, l'œil de Michaels saignant abondamment après un coup de coude de Y2J et de longues minutes de brutalité. Ce match sanglant est connu pour marquer la fin de l'ère TV 14 de la compagnie et le début de l'ère TV PG donnant naissance à la PG Era. Michaels prend sa revanche dans un match sans règle à Unforgiven et au cours de la même soirée, Jericho remplace CM Punk attaqué par Randy Orton et il devient ainsi le nouveau champion du monde poids lourd dans le Scramble match, effectuant le tombé sur Kane à 8 secondes de la fin. Leur guerre se conclut par la victoire de Chris Jericho conservant son titre dans un ladder match incroyable encore une fois lors de No Mercy. Il perdra son titre contre Batista quelques semaines plus tard avant de le regagner puis de le perdre auprès de l'élu Super Cena. À l'été 2009, Chris revient dans la mid-card et aspire à récupérer le titre de champion intercontinental, une ceinture qui lui tient particulièrement à cœur et qui est détenue par Rey Mysterio. À ce moment-là, nous sommes tous fans de Ray, notamment en raison de la génération Catch Attack. Et grâce à cette rivalité, Jericho parvient à s'affirmer véritablement en tant que top heel de la fédération. Ils ravivent leur rivalité bien connue de l'époque de la WCW, apportant une bouffée d'air frais au show car Jericho renoue enfin avec ses origines et peut adopter un style aérien complet. Leur rivalité se construit autour de la volonté de Lionheart de récupérer le masque qu'il avait déjà tenu entre ses mains il y a 10 ans dans la fédération rivale. Leur feud prend alors une ampleur extraordinaire grâce au talent et l'improvisation de Chris au micro et ils finissent par s'affronter pour la première fois à Judgment Day où Rey Mysterio conserve son titre. Il obtient une nouvelle opportunité pour le titre lors d'Extreme Rules et utilise la même ruse qu'à l'époque en retirant le masque de Mysterio et en l'humiliant, celui-ci ne pouvant pas montrer son visage en tant que luchador. Mysterio prend le tombé, nous avons ainsi un nouveau champion intercontinental pour la 9e fois consécutive, établissant le record actuel de détention de ce titre. Lors de The Bash, Jericho met son titre en jeu face à Mysterio et le perd avec un coup de maître. Immédiatement après le combat, Jericho se retrouve dans le bureau du général manager de SmackDown, notre bien-aimé Teddy Long. Jericho exige maintenant sa clause de revanche après la supposée tricherie de Mysterio qui portait un second masque lui permettant de contrer les manœuvres du Lionheart et de récupérer son dû. Teddy l'envoie balader avant d'être rejoint par le patron Vince dans un segment hilarant lui précisant que même après 5 ans à la tête du show, il n'a rien accompli de grandiose tout ce temps.
À la suite de leur échange, Long intervient dans le match par équipe opposant The Colons et The Legacy pour les WWE Unified Tag Team Championship et annonce que le match devient Triple Threat, intronisant Edge et Jericho ensemble. Une combinaison superbe représentant les heels les plus détestés et vicieux de la compagnie, et les deux natifs canadiens remportent finalement les titres par équipe. Malheureusement, tout bascule lorsque Edge se blesse au talon d'Achille lors d'un house show. L'équipe était initialement destinée à de grandes choses ensemble, et pour ne pas laisser mourir leur nouveau règne, Chris Jericho laisse agir son génie. Il part de la blessure d'Edge, le critique et le qualifie de maillon faible. Il annonce ensuite qu'il a la possibilité de choisir un nouveau partenaire qu'il révélera à Night of Champions pour défendre les ceintures. Au pay-per-view, son nouveau partenaire n'est autre que le Big Show, son ami de longue date avec qui il conserve les titres face à la Legacy. Les titres unifiés étant multidivisionnels, ils apparaissent dans les deux divisions simultanément et surnomment leur collaboration Jeri-Show. Leur alchimie est parfaite et les deux se complètent superbement bien durant leur règne. Ils perdent leur titre au profit de la DX et dans une ultime tentative de les récupérer, ils obtiennent une dernière chance avec comme stipulation le bannissement définitif de Jericho de Raw en cas de défaite. Malheureusement, ils échouent une nouvelle fois dans leur tentative et mettent fin à leur magnifique alliance. Suite à cela, Y2J ne perd pas espoir et se fixe comme objectif de remporter le Royal Rumble pour obtenir une chance au titre poids lourd de l'Undertaker à WrestleMania 25 maintenant qu'il est de retour dans le show bleu. Cependant, son plan comporte un accroc avec le retour de la superstar classée X, Edge, qui fait son comeback à la 29e position sous une ovation monstrueuse et est prêt à régler ses comptes avec son ancien partenaire. Il élimine et remporte le Graal en remportant le Rumble, traçant ainsi son chemin vers le co-main event de WrestleMania. Edge confond Jericho le lendemain et lance leur rivalité tout en gardant l'objectif de faire face à l'Undertaker. Cependant, Chris a une chance d'affronter son rival à WrestleMania en remportant l'Elimination Chamber match où le Deadman remet son titre en jeu. Ayant remporté le ticket, il entre dans la chambre d'élimination et se retrouve face à face avec le Phenom. Puis tout d'un coup, Shawn Michaels apparaît de sous la scène pour porter un switch in musique dévastateur sur l'Undertaker, permettant à Jericho de devenir champion du monde poids lourd pour la 3e fois et d'aller affronter son ancien ami car c'est le dernier pay-per-view avant le plus grand show de l'année, la route est toute tracée pour eux. Ce retournement de situation est dû à l'obsession de Michaels d'affronter le Deadman à WrestleMania pour terminer sa streak. Il essaye d'abord loyalement au Royal Rumble mais échoue, puis demande au Phenom qui refuse et finalement il se crée sa propre chance. Sa prise de risque réussit car l'Undertaker acceptera son défi. À WrestleMania 26, il réussit à conserver son titre face à Edge mais cède sa ceinture 2 jours plus tard à SmackDown après que son rival l'ait attaqué, laissant ainsi la voie libre à un immense talent gâché, à savoir Jack Swagger qui encaisse sa mallette Money in the Bank. En parallèle de sa rivalité avec Edge, il endosse le rôle de mentor pour Wade Barrett dans la nouvelle émission NXT remplaçant l'ancien territoire de développement, la OVW. Grâce à ses 20 ans d'expérience, il aide considérablement Barrett à améliorer ses performances sur le ring et ses compétences au micro. Cet apprentissage porte immédiatement ses fruits lorsque Wade Barrett devient le leader de la Nexus. Lors de SummerSlam, Jericho opère un face turn en se joignant à la team WWE, contribuant malheureusement à défaire le clan de son protégé Wade Barrett. Après cette victoire, Jericho se trouve en dehors des plans mais il est inclus dans l'incroyable Six-Man Pack Challenge lors de Night of Champions où il ne remporte pas le WWE Championship étant battu par Randy Orton. Une semaine plus tard dans le main event de Raw, il affronte Randy Orton dans l'espoir d'obtenir une chance pour son titre au prochain pay-per-view. Malheureusement, il perd par disqualification à la suite d'une intervention de Sheamus et à la fin du match, Orton lui assène un punt kick entraînant l'évacuation de Jericho sur une civière pour justifier son départ de la compagnie. Pendant son absence, il reprendra les tournées avec son groupe et son avenir dans le monde du catch reste encore incertain comme ses deux précédents départs. Finalement, pendant l'hiver 2011, la fédération diffuse des vidéos annonçant la fin du monde pour le 2 janvier 2012, créant une certaine anticipation. Lors de Raw, le 2 janvier 2012, Chris Jericho fait son retour en tant que twinner, visiblement excité, il sourit en faisant le tour du ring saluant les fans. Malgré ses gestes amicaux, une fois sur le ring, au moment de parler, il laisse le micro et s'en va, provoquant quelques huées de la foule. Il fera ça toutes les semaines jusqu'à annoncer une semaine avant le Royal Rumble sa participation, entrant en 29e position avec l'espoir de marquer un retour au sommet après toutes ces années. Mais malheureusement, le guerrier celte va l'éliminer. Le lendemain, il est inscrit dans l'Elimination Chamber match pour le WWE Championship, marquant ainsi sa 7e participation à ce type de match. Pendant le même épisode de Raw, il effectue un heel turn en attaquant Daniel Bryan, provoquant la disqualification de ce dernier lors de son match contre CM Punk. Jericho confirme son heel turn lors de l'épisode suivant, exprimant son mécontentement envers CM Punk et affirmant que ce dernier le copie. Une rivalité intense se développe entre Jericho et Punk, centrée sur le mode de vie straight edge de Punk. Jericho explore le passé méconnu de Punk, mettant en lumière les problèmes d'alcoolisme de son père et son enfance difficile. Bien que cette rivalité mérite d'être au sommet, elle est éclipsée par le match entre The Rock et John Cena lors de WrestleMania, privant ainsi Punk de la reconnaissance méritée. Un match passionnant a lieu entre les deux hommes à WrestleMania, mettant en jeu le titre, et une stipulation est ajoutée le soir même par Laurinaitis. Si Punk est disqualifié, il perd le titre. Les deux rivaux livrent un match exceptionnel surpassant le main event prévu, et Punk sort victorieux de cette guerre et conserve son titre, mais la rivalité persiste, les conduisant à un autre affrontement lors d'Extreme Rules à Chicago. Une semaine avant l'événement, Jericho surprend Punk en train de boire devant une bouteille de whisky. Horrifié, Jericho rapporte l'incident à John Laurinaitis, le general manager,
Pour prouver la sobriété de Punk, un test est organisé, mais Punk réussit avec succès, détruisant Jericho avant leur Street Fight match dans 6 jours. Malheureusement, malgré un Street Fight match avec Sumro, Jericho ne parvient pas à récupérer le titre qui lui échappe depuis 10 ans. Il change de perspective en se lançant dans une rivalité pour le titre au poids lourd détenu par Sheamus. Tentant sa chance à Over the Limit contre 3 autres adversaires, Jericho ne réussit pas à remporter le titre puis est suspendu pendant 1 mois pour avoir piétiné un drapeau brésilien lors d'un house show au Brésil afin de partir en tournée avec son groupe de rock Fozzy en Angleterre. Il effectue son retour le 25 juin et affronte John Cena perdant par disqualification suite à l'intervention du Big Show. Malgré cette défaite, il participe au Money in the Bank où il perd accidentellement au profit de John Cena pour les connaisseurs, et par la suite il se tourne vers le vainqueur de la seconde mallette du côté de SmackDown remporté par Dolph Ziggler le lendemain du pay-per-view. Il interrompt la célébration de Ziggler mais ce dernier lui tient tête rappelant ses défaites et ses désillusions depuis son grand retour. Après un long monologue et une émotion dans les yeux de Lionheart, il lui porte son codebreaker et quitte la scène pensif. Jericho apparaît du côté de SmackDown et effectue un face turn en sauvant Sheamus d'une éventuelle utilisation de la mallette par Ziggler. Les deux rivaux s'affrontent à SummerSlam et Chris remporte la bataille. Au SmackDown suivant, la nouvelle manageuse du show bleu met en place une stipulation pour mettre fin à cette rivalité, un contrat vs contrat. Si Jericho gagne, il récupère la mallette de Dolph, mais en revanche, si Ziggler l'emporte, Jericho quitte la compagnie. Y2J subit une défaite quittant ainsi la compagnie pour rejoindre son groupe et permettre une nouvelle fois depuis son retour de mettre en avant les jeunes superstars. Il effectue un retour surprise après 5 mois et demi d'absence, participant au Royal Rumble masculin en seconde position pour retrouver son dernier rival en date, Dolph Ziggler, et être éliminé par ce dernier en 25e position. Y2J participe ensuite à l'Elimination Chamber mais ne devient pas aspirant numéro 1 à titre mondial poids lourd de la WWE pour WrestleMania 29 étant battu par Jack Swagger. Dès le lendemain du pay-per-view, des vidéos apparaissent pendant les shows pour promouvoir l'arrivée d'un nouveau catcheur, Fandango. Jericho réapparaît sur nos écrans et se fait interrompre par le rookie avant de subir sa première défaite depuis son retour contre Wade Barrett qui conserve son titre intercontinental contre lui et The Miz. La semaine suivante, Fandango est censé faire ses débuts mais Jericho rejoint le ring en trombe et le fracasse avant que son rival parvienne à fuir. S'ensuit une victoire de Lionheart contre Ziggler par soumission avant de se faire attaquer par Big E puis Fandango derrière. Le jeune rookie fera ses débuts contre Y2J lors de WrestleMania 29. Arrivé au pay-per-view après un superbe match, Chris Jericho se fait surprendre et prend le tombé pour permettre à cette jeune superstar de s'élever pour la suite de sa carrière. Les semaines qui suivent, Fandango continue de faire perdre les matchs à Jericho avec ses interventions et grâce à sa victoire à WrestleMania, il est maintenant ovationné par la foule. Jericho prendra sa revanche lors d'Extreme Rules en lui plaçant un incroyable codebreaker. Ensuite, il lance un défi à son ancien rival CM Punk pour l'affronter lors de Payback à Chicago, défi accepté par le meilleur au monde. Les deux anciens rivaux nous offrent un match de folie une nouvelle fois, il se conclut par la victoire de Punk. Jericho dispute son dernier pay-per-view au sein de la compagnie contre Ryback lors de Money in the Bank après l'avoir attaqué quelques semaines avant leur rencontre. Pay-per-view, Ryback l'atomise et Chris Jericho dispute son dernier match contre son ancien rival de l'ECW qui fait son retour après 6 ans d'absence, Rob Van Dam. Un match magnifique rempli de souvenirs et d'anecdotes qui se conclut par la victoire de Mr. Monday Night. Jericho annonce sur ses réseaux sociaux 3 jours plus tard qu'il quitte la fédération pour repartir en tournée avec son groupe. Y2J effectue son retour après 11 mois et demi d'absence, attaquant The Miz qui fait également son retour mais il se fait agresser par la Wyatt Family de manière inattendue. Toujours dans un esprit de générosité afin d'élever les superstars prometteuses, il entre en rivalité avec le regretté Bray Wyatt pour l'affronter à Battleground. Après une guerre sans merci, le 6 fois champion du monde arrive à ses fins et surprend Wyatt avec son codebreaker pour le finir. Wyatt prend sa revanche lors de SummerSlam dans un match magnifique et nouvelle fois Jericho lui a permis de renforcer son personnage et de s'affirmer en tant que concurrent sérieux. Chris continue son bonhomme de chemin et décide de reprendre son show Highlight Reel en invitant notamment le clan du moment, l'Autorité. S'ensuit une association entre Reigns, Cena et Jericho contre le clan de Triple H en main event. Finalement, la team Jericho parvient à ses fins et une rivalité se lance alors entre Y2J et la Vipère après que ce dernier l'a agressé en coulisses et lors du pay-per-view il perd face à Orton et disparaît de nos écrans jusqu'à son nouveau départ de la compagnie en février de l'année suivante. Lors de Night of Champions, il effectue son retour après 7 mois d'absence et devient le partenaire mystère de Dean Ambrose et Roman Reigns. Cependant, les 3 hommes perdent face à la Wyatt Family dans un 6-man tag team match après que Jericho se soit fait soumettre par Strowman. Après leur défaite, ces deux partenaires du soir viennent le consoler mais le bousculent laissant présager un futur heel turn avant de s'absenter de nouveau pendant plus de 4 mois. Il effectue son retour lors du premier Raw de l'année suivante à San Antonio en interrompant le New Day et annonce directement sa participation au Royal Rumble dans lequel il avait une chance de retrouver l'or à sa taille car Roman Reigns devait défendre son titre contre 29 autres superstars. Il entre en 6ème position mais se fait malheureusement éliminer au bout de la 51e minute laissant place à Triple H qui remporte son 4e et dernier titre de la WWE. Le lendemain du pay-per-view, il effectue son premier match de retour face à Edge Styles qui a fait ses débuts incroyables dans le Royal Rumble match la nuit dernière. Véritable légende de la scène indie et fraîchement débarqué du Japon, son parcours est impressionnant et similaire au Lionheart qui reconnecte avec ses premières années de lutteur. Ces deux légendes nous offrent un match fabuleux digne d'un pay-per-view et Styles remporte son premier match avec un roll-up sur Jericho. Chris accepte la poignée de main du jeune rookie en signe de respect pour leur match. Jericho apparaît dans différents shows et s'allie notamment une nouvelle fois avec Dean Ambrose et Roman Reigns pour défaire cette fois-ci la Wyatt Family.
Après cette victoire, il revient sur son objectif principal, poursuivre sa rivalité avec AJ Styles en lui offrant un nouveau match contre lui à Fastlane. Challenge accepté pour le Phenomenal One, et durant les semaines qui précèdent leur revanche, Jericho fait un job exemplaire pour pimenter la rivalité et l'élever dans la fédération. Arrivé à Fastlane après une revanche exceptionnelle également, Styles obtient sa deuxième victoire en soumettant son rival puis est félicité pour leur combat. Le lendemain à Raw, Jericho fait l'éloge de son rival avant qu'il s'allie pour former Y2AJ pour battre The Social Outcast. 2 semaines plus tard, ils ont une chance pour les titres par équipe du New Day mais ne parviennent malheureusement pas à les remporter. Après le combat, le Lionheart retrouve ses vraies couleurs et effectue un heel turn en attaquant AJ Styles dans le dos. AJ n'apprécie que légèrement et les deux rivaux se retrouveront sur la plus grande scène du monde à WrestleMania 32 pour clôturer leur rivalité où Y2J en ressort grand vainqueur. Après sa victoire, il entre en rivalité contre le Lunatic Fringe Dean Ambrose. Ils s'affrontent une première fois à Payback où notre légende subit une défaite puis lors d'Extreme Rules pour la première et dernière fois de l'histoire dans un Asylum match. Les deux rivaux s'offrent la guerre et subissent les pires tortures, mais c'est finalement Ambrose qui ressort vainqueur de sa création et Jericho a une nouvelle fois eu une vision et a pu mettre en avant une future star de ce business comme en témoigne son statut actuel chez All Elite Wrestling. Alors en rivalité contre Enzo Amore et Big Cass, Jericho a besoin d'un partenaire et s'allie officiellement avec Kevin Owens. Évidemment, c'est une association magique au micro entre les deux nouveaux meilleurs amis et de plus cela permet d'élever 3 superstars venus directement de NXT. Lors de SummerSlam, Jericho et Owens viennent à bout d'Enzo et Cass devant leur public et en main event du pay-per-view, Finn Balor faisait face à Seth Rollins pour couronner le premier champion universel de la fédération. Balor remporte la victoire mais se blesse malheureusement pendant le combat et rend le titre vacant le lendemain. Un tournoi est alors organisé et Owens, contrairement à Jericho, se qualifie et participera à un Fatal 4-Way Elimination Match la semaine suivante pour une chance au titre. Durant le combat, Triple H fait son retour et intervient en portant son pedigree sur Reigns pour permettre à son ancien poulain Rollins, qui faisait partie de l'autorité, rappelez-vous, d'éliminer le Samoan. Chose faite, il ne reste que Owens et Rollins et contre toute attente, The Game le trahit et permet à Kevin Owens de remporter la victoire et d'ainsi devenir le nouveau champion universel de Raw. Son prochain adversaire pour Clash of Champions ne sera autre que Seth Rollins qui prend enfin sa revanche en 1 contre 1. Arrivé au pay-per-view, Jericho aura également un match contre Sami Zayn et parviendra à décrocher la victoire puis interviendra dans le match de son meilleur ami pour lui permettre de conserver son titre. Au cours des semaines suivantes, Chris Jericho nous annonce la mise en place de sa liste qui nous donnera des segments lunaires pendant un moment puis l'aidera une nouvelle fois à conserver lors de Hell in a Cell de nouveau face à Rollins. Après leur défaite au Survivor Series contre la team SmackDown, les premières tensions entre le duo commencent à se faire ressentir et finalement Owens arrive à retourner le cerveau de son ami et il porte des accusations de leur défaite sur Reigns et Rollins. Leur rivalité s'intensifie et l'amitié des deux Canadiens vacille due aux agissements égoïstes du champion universel. Lors de Roadblock, Chris subit une défaite contre Rollins due à l'intervention manquée du champion et quant à Owens, il met son titre en jeu contre Reigns qui a la possibilité de devenir double champion à l'issue de ce match. Plus tard dans la soirée, il fait gagner Kevin Owens face à Roman Reigns par disqualification en lui portant son codebreaker lui permettant de conserver son titre et se réconciliant avec son compatriote. Mais après le combat, ils se font attaquer par les deux frères du Shield et le lendemain du pay-per-view, Mick Foley, le général manager, met en place une cage à requins contenant Jericho qui sera suspendu au-dessus du ring pour empêcher son intervention durant sa défense de titre face à Roman Reigns dans un match sans disqualification au Royal Rumble. 2 semaines plus tard, Reigns met son titre US en jeu contre Owens et Jericho dans un match handicap et évidemment il remporte la victoire et Y2J devient champion des États-Unis pour la première fois de sa carrière. Arrivé au Royal Rumble suspendu au-dessus du ring, il assiste à la victoire de Kevin Owens sur Roman Reigns. Et 2 semaines après le pay-per-view, Jericho organise un Festival of Friendship en l'honneur de son compère et malheureusement trahi par son ami qui met fin à leur alliance magnifique de plusieurs mois. Au cours de cette alliance, Jericho a travaillé principalement avec des jeunes talents et a permis de mettre en avant la jeune génération, ce qui est maintenant son principal moteur dans le monde du catch. Malheureusement pour Owens, il vaut mieux avoir un Jericho avec que contre soi et il va lui prouver car lors de Fastlane, il intervient durant son match contre Goldberg et lui coûte le titre. Ils entrent alors dans une merveilleuse rivalité, s'affrontant à WrestleMania 33 pour son titre des États-Unis, l'un des plus gros défis pour Kevin Owens. Finalement, dans un superbe match, Chris Jericho lui fera la passe et se verra retirer son titre permettant à Owens de lui aussi remporter le titre pour la première fois de sa carrière. Le Lionheart prendra sa revanche lors de Payback et obtient son second titre des États-Unis et dernier titre au sein de la fédération. Malheureusement, le titre maintenant du côté de SmackDown sera remis en jeu 2 jours plus tard et Owens le récupérera. Chris Jericho sera absent pour les mois suivants après le passage à tabac d'Owens suivant leur affrontement. Durant son absence, Kevin Owens a perdu son titre contre AJ Styles pour le reprendre le mois suivant. Une semaine après son 3e couronnement, Chris Jericho fait son retour sous les yeux béants de son ancien ami pour récupérer son titre. Cette confrontation mènera à un match à 3 dans le main event remporté par Styles qui récupère son dû. Après ce retour, il disparaît des écrans littéralement avant de revenir pour son dernier match au sein de la fédération au Greatest Royal Rumble où il entre dans le 50-man Royal Rumble match en dernière position, élimine Shelton Benjamin avant d'être lui-même éliminé par le futur gagnant Braun Strowman. Si Jericho a autant été absent et finalement n'a jamais remis les pieds sur un ring de catch avant le dernier jour de son contrat, c'est principalement dû à la tournure qu'a pris la storyline entre Kevin Owens et lui à WrestleMania. Normalement, pour la première fois en tant que babyface, le Lionheart devait remporter le titre universel d'Owens dans le main event du pay-per-view.
Mais finalement, Vince a changé les plans et décidé de faire perdre le titre à Owens pour faire place au remake d'une rivalité non aboutie, celle de Brock Lesnar contre Goldberg. De plus, il passera du main event au second match de la soirée, véritable insulte pour lui car certains d'entre vous le savent, le second match de la carte de WrestleMania est vraiment compliqué. Car l'on y met en général les matchs les moins intéressants puisqu'il les place directement après le match qui est censé chauffer la salle et donc le public est généralement beaucoup moins investi. Et du coup, le fait de les placer à cet endroit-là alors que la rivalité était incroyable et intéressante, c'était vraiment une insulte et c'est cet événement qui a fait prendre conscience à Jericho que peu importe ce qu'il ferait et même s'il avait la meilleure histoire, il serait toujours considéré comme au second plan. Culotté à souhait, après le combat, Vince se dira même à Owens que c'est le pire match qu'il a pu voir à WrestleMania. En 2017, lorsqu'il a pris une nouvelle pause avec la compagnie, il s'est rendu au Japon à la New Japan Pro Wrestling pour entamer un programme avec Kenny Omega. Jericho a réinventé son personnage pour créer le Painmaker, inspiré d'un tueur en série. Ils se sont affrontés à Wrestle Kingdom 12 pour le titre de la New Japan des États-Unis, mais Omega a conservé son titre. Jericho est également devenu champion IWGP Intercontinental en battant Tetsuya Naito, remportant ainsi son premier titre à la New Japan. Parallèlement à ça, il crée sa propre fédération, le Jericho Cruise, qui accueille des matchs au sein de sa croisière. Chris Jericho a fait son apparition dans le tout premier show All-In pour renforcer sa rivalité avec Kenny Omega. On a alors appris que Jericho était le nouveau membre surprise de la nouvelle fédération All Elite Wrestling, l'occasion pour lui d'entamer son dernier run. Sa signature dans la fédération est géniale et indispensable car avec sa carrière et son expérience, il peut apporter énormément de visibilité à la compagnie et aider les futurs catcheurs. Il clôture sa rivalité avec Omega lors du premier show de l'AEW Double or Nothing et obtient un match pour le titre de la compagnie. Au pay-per-view suivant, All Out, Jericho a battu Eggman Adam Page pour devenir le champion inaugural de l'AEW. Peu de temps après, il a présenté son clan l'Inner Circle dans lequel ont été recrutés Jack Hager, Sammy Guevara, Ortiz et Santana. Pendant son run, surnommé le champion, il a continué son travail de mentor en mettant en avant les jeunes superstars comme Cody Rhodes ou encore Darby Allin. Il a finalement perdu son titre contre Jon Moxley lors de Révolution, laissant place au nouveau visage de la compagnie. Mais ce n'est pas pour autant que Lionheart prend du repos. Il est entré en rivalité avec son clan contre le clan de l'élite, ce qui a donné ce merveilleux match à Double or Nothing dans un Stadium Stampede match, une organisation rendue possible en raison de la pandémie. Même sans public, Jericho continue de se réinventer, s'appelant désormais le Demogod en référence à l'audience entre 18 et 49 ans de l'AEW. Sa prochaine rivalité sera contre une star montante en la personne de MJF qui se lance à la poursuite du Demogod. Voulant rejoindre l'Inner Circle, MJF se lance en rivalité contre Jericho et parvient à rejoindre le clan après avoir battu Y2J lors de Full Gear, ce qui mènera les deux anciens rivaux à faire équipe à de nombreuses reprises, tentant même d'aller chercher les titres sans succès. Finalement, après leur échec, MJF trahit son leader pour former son propre clan, le Pinnacle, et entre en rivalité contre celui de Jericho jusqu'à arriver à la première édition de Blood and Guts. La rivalité entre les deux rivaux ne s'arrête pas là, car Jericho tente de prendre sa revanche par tous les moyens en passant par les travaux de Jericho en référence aux travaux d'Hercule. Après avoir abattu tous ses murs, il accède à sa revanche lors du Dynamite du 18 août, mais malheureusement pour la légende, son ancien poulain lui arrache la victoire. La rivalité se conclut lors de All Out 2021 où Jericho met sa carrière en jeu et en ressort heureusement vainqueur. Après cette victoire, il fait un heel turn en attaquant Eddie Kingston, créant la Jericho Appreciation Society et provoquant la dissolution de l'Inner Circle. Désormais heel, il entre en rivalité contre le Blackpool Combat Club et s'affronte lors de Double or Nothing dans un Anarchy of the Arena match incroyable qui se conclut par la victoire du JAS. Avec cette rivalité, Jericho a pu apporter le côté divertissement du catch tandis que le BCC a représenté le côté plus rustique. Après l'achat de la ROH par l'AEW, Jericho a une chance au titre de champion de la ROH contre Claudio Castagnoli, anciennement Cesaro à la WWE lors de Dynamite, et ne loupe pas le coche, devenant ainsi champion pour la première fois de sa carrière. Désormais, il se fait appeler The Ocho, en référence à ses 8 titres de champion du monde. Après un très bon règne, Claudio récupère son titre lors de ROH Final Battle 2022. Depuis, Jericho continue son ascension avec son clan jusqu'à leur dissolution car les désormais ex-membres du clan lui reprochent son égoïsme, son manque de solidarité envers eux et de ne rien leur donner en retour avant de lui tourner le dos. La semaine suivante à Dynamite, il accepte de rejoindre la Callis Family mais effectue un face turn lorsqu'il s'aperçoit que son vieil ami de 34 ans lui montre une peinture de lui-même tenant sa tête décapitée car ce dernier pensait qu'il allait refuser sa proposition. Après s'être fait manquer de respect par l'ancien manager de Kenny Omega, il le tabasse, repousse son poulain avant d'être attaqué par Will Ospreay et le japonais, mais Sammy Guevara vole à son secours. Le 20 septembre à Dynamite Grand Slam, il bat son jeune protégé après le combat, les deux hommes se font un câlin mais ce dernier effectue un heel turn en lui portant un low blow et rejoint officiellement la Callis Family. Et vous l'aurez compris, ce segment ressemble énormément à celui de Chris Jericho et Shawn Michaels à WrestleMania. Après plus de 30 ans de carrière, Chris Jericho reste au sommet de son art autant en micro que dans le ring et ne cesse de se réinventer. Et dans la jeune génération et devenant un véritable pionnier de cette jeune compagnie, il reste l'une des figures majeures de l'industrie du catch. Le Lionheart a réussi à combiner ses deux passions, réalisant ses rêves de la meilleure des manières. Jericho a mérité son statut de légende accomplie et figure depuis longtemps parmi les meilleurs au monde. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir pour l'avenir de la chaîne. N'hésitez pas à me proposer des histoires de catcheurs ou des rivalités que vous voulez voir sur cette chaîne. Je vous en remercie pour ça et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis salut à tous et merci.